Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous avez été ministre, notamment ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes aujourd'hui la directrice France de l'ONG One, qui a été fondée par le chanteur de YouTube Bono, et vous êtes aussi la présidente de France Terre d'Asile. Évidemment, vous avez suivi de très près ce sommet pour un financement global qui s'est tenu en fin de semaine dernière à Paris. Vous êtes satisfaite des résultats ? D'abord, je pense que c'était une bonne chose que le sommet ait lieu, honnêtement. Et d'ailleurs, nous, on en a profité en tant qu'ONG avec d'autres ONG intéressées par ces sujets pour pousser les feux le plus possible des sujets qui nous tenaient à cœur, la lutte contre l'extrême pauvreté, en l'occurrence chez nous, autant que les questions climatiques. Et disons que pourquoi est-ce que ce sommet était important ? Parce que pour la première fois, on abordait ensemble le développement, la lutte contre la pauvreté, et la lutte contre le changement climatique. Parce que certains finissaient par voir comme une espèce de rivalité entre ces deux objectifs, disant mais en fait on finit par soutenir la lutte contre le changement climatique en oubliant la pauvreté, ou on empêche les pays de se développer en leur demandant des choses sur le changement climatique. En fait, il n'y a pas de rivalité entre les deux, il faut les aborder ensemble avec des financements additionnels. Et puis la deuxième chose qui était très importante dans ce sommet, c'était la nature des présents. C'est rare d'avoir comme ça le Nord, le Sud, les Nord ensemble avec les institutions de financement international, Banque mondiale, FMI, avec le secteur privé représenté, pour discuter de comment est-ce qu'on affronte les enjeux en matière de développement et de changement climatique qui sont forcément globaux et qui ne doivent pas peser sur les seuls pays du Sud. Oui, alors évidemment, les pays du Sud attendaient beaucoup. Ils attendaient notamment des taxations. Vous attendiez peut-être aussi une taxation sur le transport maritime. Vous attendiez peut-être une taxation encore étendue sur les billets d'avion, voire même sur les transactions financières. On va dire, vous n'avez rien obtenu de tout cela. Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas qu'on est en faveur des taxes, j'allais dire dans l'absolu, c'est simplement qu'il faut regarder les montants dont on a besoin si on veut sérieusement lutter contre ce réchauffement climatique, adapter les territoires et puis sortir les gens de l'extrême pauvreté. On estime que à minima, il nous faut 2000 milliards de dollars par an pour le faire. La question, c'est où est-ce qu'on va trouver cet argent ? Donc, bien sûr, il y a les budgets des États riches qui contribuent déjà par l'aide publique au développement, par exemple. Il y a des institutions de financement international comme la Banque mondiale ou le FMI qui apportent un peu aujourd'hui, mais on voit bien que c'est insuffisant. Donc, nous, ce qu'on disait, c'est pour trouver l'argent dont on a besoin, il faut déjà que les banques mondiales et FMI fonctionnent mieux qu'elles ne le font aujourd'hui, qu'elles soient plus réactives, qu'elles prêtent davantage, qu'elles ciblent mieux les pays auxquels elles prêtent. Elles peuvent tripler, notamment la Banque mondiale, les financements orientés vers les pays vulnérables et en développement si elles se réorganisent en interne. Ça, c'était la première chose qu'on disait. La deuxième chose qu'on disait, c'est le secteur privé doit être davantage mobilisé pour aller investir dans ces pays, notamment pour contribuer à la transition écologique. Et ça, il a besoin de garanties, le secteur privé. Donc, il a besoin, les investisseurs, ils ont besoin de garanties. Donc, les banques mondiales et FMI doivent aussi servir de garantie, de dérisking, comme on dit, pour que le secteur privé aille plus spontanément faire de l'activité là-bas. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des choses qui relèvent du bien commun, qui doivent être financées, j'allais dire, par des recettes dont la meilleure façon de les obtenir, c'est quand même bien de prélever des taxes. Des taxes sur quoi ? Sur les secteurs d'activité qui ont le plus bénéficié de la mondialisation ces dernières décennies et qui ne contribuent en rien à la solidarité internationale. En effet, le transport maritime a gagné énormément d'argent. La Chine s'y opposait fermement. Oui. Alors, avant d'en venir à qui s'y oppose, juste l'explication. Le transport maritime gagne énormément d'argent depuis des décennies, est extrêmement intensif en carbone, donc pollueur, et concerne potentiellement, j'allais dire, tous les pays du monde. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose de très intéressant à imaginer comme taxe. Oui, pour l'instant, la Chine et les États-Unis s'y opposent. Cela étant, on peut commencer avec une coalition de pays volontaires. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin en disant non, parce que ces deux pays-là n'en veulent pas, nous ne ferons rien. Mais Emmanuel Macron a répondu à ça. Il a dit ça ne sert à rien si on est les seuls à le faire. Ça n'est pas efficace, une taxe comme ça. Alors là où je peux le rejoindre, c'est qu'à choisir, c'est vrai que nous, chez One, nous avions une préférence pour la taxe sur les transactions financières. Pourquoi ? Parce que voilà encore un autre secteur d'activité qui a beaucoup bénéficié
bénéficié de la mondialisation. Les transactions boursières ont été multipliées par 300 ces 30 dernières années. Elles rapportent énormément d'argent à ceux qui boursicotent, à ceux qui spéculent. Les spéculations, d'ailleurs, se font souvent sur les crises. Vous savez que l'augmentation de la famine, l'insécurité alimentaire post-agression de l'Ukraine, notamment en Afrique, c'est moins le résultat d'une raréfaction des biens alimentaires que d'une spéculation sur le prix des biens alimentaires. Donc il faut vraiment avoir tout ça en tête pour se dire, en fait, oui, les transactions financières, elles méritent d'être taxées. Elles ne le sont quasiment pas aujourd'hui. Il y a quelques pays qui appliquent une petite taxe sur les transactions financières, c'est le cas de la France, mais à l'échelle universelle, elles ne le sont pas. Nous, on l'aime particulièrement cette taxe parce qu'on a étudié qu'elle pourrait rapporter jusqu'à 400 milliards de dollars par an. Vous imaginez cet argent comme il serait utile. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? Ce qui bloque, c'est au fond de dire c'est un système qui se protège, c'est un système qui... Il y a une forme d'hypocrisie, on va dire, derrière tout ça. Je pense qu'il y a du lobbying déjà des principaux concernés qui ne souhaitent pas être taxés et qui arrivent à faire entendre leurs arguments beaucoup plus que la société civile, les ONG, voire les pays du Sud. Ce qui était très intéressant dans le sommet, j'ai trouvé, c'est d'entendre la voix des pays du Sud et notamment d'un certain nombre de leaders que je pense l'opinion publique française a découvert à cette occasion, comme Ruto, par exemple, le président du Kenya, évidemment Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, ou même, c'est différent, mais le nouveau président de la Banque mondiale, des gens quand même... Ajay Banga. Ouais. Il y a plein de personnalités qui sont apparues aux yeux de tous, et s'agissant de ceux qui viennent du Sud, on peut se dire, en fait, les Suds n'ont plus l'intention d'être simplement dans la position de quémander quelque chose et d'attendre que le Nord prenne des décisions pour eux, vienne à leur aide, comme ça a trop souvent été le cas par le passé. Ils étaient là, ces chefs d'État du Sud, vraiment pour dire, voilà, nous, quelles sont nos solutions pour le monde, pas que pour les Suds. Et ils étaient là en plus en force, parce que l'un des regrets qu'on peut avoir à propos de ce sommet, c'est qu'il y avait 24 chefs d'État africains, 24, c'est quand même beaucoup. Il y avait seulement 4 chefs d'État européens. Donc les pays du G7 en particulier ont été quand même assez peu présents. C'est un vrai regret parce que c'était l'occasion pour le Nord de montrer une espèce de considération. Parce que c'est ça le procès qui est fait au Nord et aux institutions financières internationales par le Sud, c'est vous prenez des engagements à longueur de temps que vous ne respectez pas. Regardez les 100 milliards que vous aviez promis pour le climat en 2009. On est 13 ans plus tard, vous les avez toujours pas respectés. Regardez sur les droits de tirage spéciaux du FMI, sans rentrer dans les détails, mais enfin un certain nombre d'enveloppes comme ça qui sont promises et qui en fait mettent énormément de temps à arriver. Et donc, c'était à la fois une frustration pour nous autres que de constater que le G7 était peu présent et en même temps ça a été l'occasion de découvrir des figures du Sud qui étaient très fortes. Oui. Et donc pourquoi je disais ça ? Parce que les Suds, nombreux pays, étaient très en faveur de la taxe sur les transactions financières. Ils ont bien compris qu'au fond c'était l'instrument le plus efficace. Mais les choses ne sont pas finies. Hein. Comme vous le savez, Emmanuel Macron à la fin du sommet a renvoyé... Tous les 6 mois. Voilà. Et après, avant la prochaine COP qui aura lieu en Amazonie, de se revoir d'ici 2 ans. Oui. Il y a en effet plusieurs étapes qui vont arriver bientôt. Un G20 qui va être l'idée par l'Inde, une COP 28. Il y a aussi quelque chose de très important qui est un sommet sur le climat organisé par le Kenya, donc en Afrique, mais à l'échelle globale, et qui aura lieu au mois de septembre. Et cette question des taxes, quelles taxes faut-il adopter ? Elle doit être travaillée d'ici le mois de septembre pour que peut-être se prennent des décisions cette fois-ci en septembre au Kenya. Donc c'est intéressant. Oui, mais vous dites, vous, Najat Vallaud-Belkacem, qu'il faut réformer tout le système financier mondial. Vous l'avez dit, d'ailleurs, à la fois les banques intermédiaires, la Banque mondiale, vous voulez un autre mode de financement. Donc c'est un grand chantier que vous appelez de vos voeux. Oui, parce que en fait, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les instances qui font aujourd'hui fonctionner le financement, on va dire, international, Banque mondiale, FMI, Banque multilatérale de développement, toutes ces instances dites de Bretton Woods, elles ont été adoptées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte où tous les pays n'étaient pas autour de la table. Hein. Il faut vraiment se souvenir de ça. C'est-à-dire que même les pays qui sont aujourd'hui décolonisés ne l'étaient pas encore à ce moment-là. Donc vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas voix au chapitre.
À ce moment-là, évidemment, on ne parlait même pas de changement climatique au lendemain de la Seconde Guerre. Donc, du coup, ça veut dire que et les enjeux d'aujourd'hui et les acteurs d'aujourd'hui n'étaient pas là au moment où on a décidé du fonctionnement de ces institutions. Résultat, elles fonctionnent d'une façon qui est clairement trop favorable aux pays riches et surdéfavorable aux pays pauvres. Pensez pour les pays riches, pour leur bien intérêt. sûr, c'est une évidence. Oui. Je vous en donne un exemple, mais lorsque la crise de 2008, la crise économique de 2008 éclate, vous vous souvenez, les banques, etc., le système de financement international arrive tout de suite à trouver les moyens de venir au secours des banques, des États riches, etc. Et pourtant, cette crise-là déjà était une crise globale qui a eu des conséquences, qui s'est traduite par des émeutes de la faim en Égypte. Enfin, je veux dire, les conséquences étaient mondiales. Mais là, les institutions financières mondiales ont trouvé la solution immédiate pour aider les pays riches où ça se passait. Lorsque, à contrario, le Covid-19, quelques années plus tard, va mettre à genoux un certain nombre de pays du Sud, mais vraiment mettre à genoux, ils n'ont aucun moyen pour aider leur population, leur système de santé. Ils sont pris à la gorge par leur endettement. Et donc, certains d'entre eux préfèrent payer les intérêts de la dette pour ne pas être dégradés sur les marchés financiers plutôt que d'aider leur population. Eh bien, le système financier international se révèle franchement très piètre dans sa capacité d'aide. Très, très piètre. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est revoyez vos règles pour être beaucoup plus efficace, réactif, rapide. Par exemple, je m'arrête un instant sur ce que j'évoquais tout à l'heure, les droits de tirage spéciaux. De quoi on parle ? On parle du fait que le FMI a la possibilité de créer des avoirs de réserve, en gros, qu'il va mettre à disposition des États pour les aider à faire face à une crise économique importante. C'était le cas pendant le Covid. La décision est donc prise à ce moment-là de créer ces avoirs de réserve à hauteur à peu près de mémoire 500 milliards de dollars. Sauf que quand on regarde comment ces 500 milliards de dollars sont répartis pays par pays, on se rend compte que comme c'est lié à la contribution des pays au fonctionnement du FMI, au budget du FMI, eh bien, les pays riches vont récupérer 450 milliards de dollars, là où les pays pauvres se retrouvent avec 35 milliards. Enfin, c'est ridicule, c'est complètement inversé. Là où il y a des besoins, on reçoit moins de moyens. D'où la décision qui est prise quelques mois plus tard, et là, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est notamment sous le leadership, pour le coup, d'Emmanuel Macron, la décision qui est prise que les pays riches vont réallouer ces avoirs de réserve dont ils ont moins besoin, parce qu'eux, ils ont des budgets qui leur permettent de faire face. Ils vont les réallouer aux pays pauvres. Et donc, ils s'engagent à réallouer 100 milliards de dollars. Sauf que cette décision, elle est prise il y a 2 ans et que c'est toujours pas fait aujourd'hui. Donc, le sommet de Paris, il avait vocation notamment à s'acquitter de toutes ces choses qui sont décidées, engagées et pas réalisées. Oui, et alors vous dites, derrière tout cela, puisque vous êtes, je le disais aussi, présidente de France Terre d'Asile, il y a un enjeu pour ce qu'on appelle les pays riches. C'est qu'au fond, si ces pays du Sud se retrouvent dans cette situation, il va y avoir des conséquences à terme pour les pays que l'on dit riches. Mais disons que oui, en fait, c'est un dysfonctionnement structurel. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le sommet de Paris, a priori, c'est que, notamment dans les médias, il y a eu beaucoup de discussions autour de quel dysfonctionnement mondial parle-t-on, etc. Donc, normalement, ça a dû aider l'opinion publique française, par exemple, à se faire une idée un peu plus claire sur ce qu'on entend par pauvreté, par incurie des États. Parce que, vous savez, moi, je vois bien, avec mes fonctions chez France Terre d'Asile, je vois bien les détracteurs de notre défense du droit d'asile qui me répondent mais pourquoi leur pays d'origine ne s'occupe pas d'eux, ils sont tous corrompus, c'est de leur faute s'ils sont pauvres, etc. Et en fait, ce sommet et ces explications données permettent normalement de comprendre que, bien sûr qu'il y a des États qui sont corrompus, on ne dit pas le contraire, mais même dans des États qui ne sont pas corrompus, qui voudraient tout gouverner bien, s'occuper de leur population, de la santé, de l'éducation, etc., lorsque vous êtes pris à la gorge, comme je le disais, par l'endettement. Regardez le Kenya. En avril dernier, le Kenya a arrêté de payer ses fonctionnaires de l'éducation et de la santé parce qu'il avait trop d'intérêts de dette à payer. Lorsque vous êtes pris à la gorge par cela, lorsque vous avez des injustices fondamentales, par exemple, vous cherchez comme pays bien gouverné du Sud à investir dans les énergies vertes, vous allez faire un emprunt, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que ça coûterait à un pays du Nord, alors que vous êtes un pays vulnérable. En fait, si vous voulez, la pauvreté, d'une certaine façon, elle est organisée par cette multitude de dysfonctionnements-là qui se cumulent. Et en réalité, même quand on y réfléchit, le fait que ces pays du Sud soient
les premières victimes du changement climatique, les inondations, les tsunamis, les feux de forêt, de brousse, etc. En fait, on le sait très bien, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui viennent du Nord et depuis un siècle, c'est pas seulement depuis hier. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils subissent les conséquences de décisions qui ont été prises par d'autres et d'un mode de vie et d'une qualité de vie qui a été, bien accaparée par d'autres. Donc tout ça, quand on y réfléchit, ça nous amène à la question suivante. Si on réfléchit notre monde de façon globale, un peu sérieuse, sortie des fantasmes, en essayant de trouver des solutions, qui a une dette envers qui, en fait? Il y a quand même, le Nord a quand même une dette envers le Sud. Comment est-ce qu'on change les règles du jeu pour mettre fin à tous ces dysfonctionnements que je viens de vous expliquer, et notamment le poids de la dette? Alors, il y a une décision très bonne qui a été prise pendant le sommet, c'est l'idée de suspendre le paiement des intérêts des dettes en cas de catastrophe climatique. Moi, j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin et qu'ils disent aussi en cas de catastrophe pandémique. Mais en tout cas, être réactif par rapport à ça, faire en sorte que ça ne coûte pas 15% plus cher à un pays vulnérable de financer sa transition écologique que ça ne coûte à un pays du Nord. Voilà, c'est ces dysfonctionnements-là auxquels il faut mettre un terme si on veut qu'au Sud, on puisse véritablement prendre soin de l'école, de la santé, des investissements nécessaires et finalement avoir une population qui ait des perspectives. Parce qu'en l'absence de perspectives, de quoi rêve tout individu? D'aller les chercher ailleurs, c'est évident. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5 Monde pour commenter les résultats de ce sommet pour un nouveau financement global. Merci. Merci beaucoup.